Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est vendredi le 7 février 2025, il est 10h en France et 18h au Japon et on est parti pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Mythologia à l'exception de toutes les autres. Matinale pendant laquelle on va revenir ensemble sur l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines, histoire d'en faire un petit tour éditorial, le tout bercé que nous serons par des bandes originales d'animés. C'est la marque musicale de l'émission, vous le savez, et le couteau entre les dents, ça c'est la marque sur la commissure des lèvres juste ici. Et aussi on ira hop Lex, tiens donc, oh Sensei Rui-san, vous ici, eh bien vous n'alliez quand même pas faire comme si vous n'aviez pas manqué un numéro de Soft Power il y a 2 semaines. Alors non, j'allais en parler déjà et je vais arrêter de parler tout seul parce que si les gens découvrent l'émission avec cet épisode, ils vont se dire ouais, ok, alors attends, est-ce qu'il y a d'autres podcasts là? Ouais, Origami, ouais, ok, en plus ils sont réguliers, let's go. Ne partez pas les gens, ne partez pas, j'avoue tout. L'épisode d'il y a 2 semaines manque à l'appel suite à des problèmes familiaux dans lesquels je vais pas rentrer en détail, mais c'était vraiment pas possible pour moi de le faire, désolé, et pour me faire pardonner, vous aurez double ration puisque juste après l'émission, on recevra le vidéaste Mitsu pour parler du Japon et de ses représentations dans les médias francophones. Ça va être cool. Et bien sûr, les gens, aujourd'hui, 71e numéro de Soft Power, les 2 ans de Soft Power, je ne savais pas avant que le chat me le rappelle, pour une émission longuement intitulée cette semaine. Tout le monde a envie d'un happy end, non? Mais ça ne finit pas toujours comme ça. Cette fois, peut-être. J'espère que si tu écoutes ça, ce sera pour une célébration. J'espère que les familles seront réunies, j'espère qu'on aura réussi et qu'on aura restauré cette planète dans une version à peu près normale, si tant est qu'elle ait jamais été normale. Tony Stark, les gens, dans Avengers Endgame, à moins que ce soit la déclaration d'absolument n'importe qui, vu l'actualité internationale, mais il faudra au moins quelqu'un du calibre de Tony Stark, les gens, pour sauver l'émission cette semaine, parce qu'il va falloir la sauver. On va traiter non pas une, mais 2 œuvres Marvel cette semaine, les gens, ça y est, disparu dans le American Soft Power. Ça va vite, les gens, ça va très très vite, puisque cette semaine, on s'équipera de shurikens et de bandeaux du village caché de Konoha pour faire face à la première bande-annonce avec un tout petit peu de retard, il faut le dire, de Daredevil Born Again, une vraie fausse suite à la série Netflix des années 2010 qui nous promet le retour du casting d'origine, la suite des péripéties, des combats dantesques et une bonne grosse dose de Japon. Et c'est de ça dont je vous parlerai aujourd'hui. On parlera également des premières images de Sinners, le nouveau film très attendu au moins par mois, de Ryan Coogler. Un film de vampire dans le sud des États-Unis, en pleine prohibition et en pleine ségrégation, c'est complètement oui. A fortiori que le film semble avoir autant de choses à montrer que de choses à suggérer, et on y reviendra. On se posera un instant en France pour parler Pass Culture avec l'annonce la semaine dernière du gel de la part collective du Pass pour l'année en cours. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, ce sera une bonne occasion d'en faire le point et de vous faire la même coupe de cheveux que moi, mais avec vos dents. Ce sera la news On s'agace de la semaine et on rembobinera le temps pour parler également de VHS à l'occasion du Festival international du film de Rotterdam qui se tient cette semaine et dont l'un des programmes cette année est entièrement dédié à la vieille boîte à bande. Ce sera l'occasion de revenir sur le format VHS et sur ce qu'il en reste aujourd'hui. Et après tout ça, les gens, on enchaînera sur les brèves de la semaine, puis sur les recommandations de l'émission, pour que vous puissiez jeter un œil à tout ça ce week-end. Bref, c'est parti pour la 71e de Soft Power et c'est déjà l'heure de la bande-annonce de la semaine. Une bande-annonce cool pour cette émission, les gens, cool. Alors, allongez-vous tranquillement pour en profiter. Allongez-vous. Non, encore un petit peu. Allongez-vous, vraiment. Allongez-vous. Allongez tout ce que vous pouvez allonger. Voilà, encore un petit peu. Voilà, parfait. C'est bon, vous êtes parés. Bienvenue dans le Baxter Building. Nous tenons à dîner en famille toutes les semaines. Chaque dimanche, quoi qu'il arrive, à 19h tapante, nous sommes tous réunis. Herbie, t'en es où avec la sauce? Permets-moi d'en juger par moi-même. Oh oui. Oh, génial. Il a du talent, ce petit, pas vrai? Je vais ajouter 1 ou 2 gousses d'ail. Pas parce que c'est pas bon, c'est juste pour relever un peu le goût, ok? Lancement dans H-5. Avant notre première mission, tu ne pouvais pas te rendre invisible. Ben n'était pas en pierre. Le meilleur pilote de l'univers, ouais. Le plus canon en tout cas. Et Johnny ne s'enflammait jamais. Ben a toujours été un rock.
Et Johnny, c'est Johnny. Salut! Je suis là avec toi. Quoi que la vie nous réserve, nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Le dernier reboot des 4 Fantastiques, l'équivalent cinématographique d'un malware, est pire que nul. Il ne se contente pas de gratter le fond du baril, il fait tomber le plancher et aspire le public dans un trou noir d'une monotonie qui broie l'âme et induit le coma. Ça, les gens, c'était la critique du journaliste Peter Travers pour le magazine Rolling Stone du très médiocre film Les 4 Fantastiques de Josh Trank en 2015, à la fois four critique et four commercial, pourtant déjà tentative à l'époque de relancer la célèbre franchise du monde du comic book Les 4 Fantastiques après les déjà échecs ou semi-échecs qu'avaient été Les 4 Fantastiques de Tim Story de 2005 et sa suite Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent du même réalisateur en 2007. C'est dire, les gens, c'est dire si le multivers entier était frileux à remettre les doigts dans une adaptation des aventures de cette équipe de super-héros créée au début des années 60 par Jack Kirby et Stan Lee. Oui, sauf que, depuis, des billets ont largement coulé sous les ponts. La 20th Century Fox, la société de production cinématographique derrière les films, vous savez, a été rachetée en 2019 par la Walt Disney Company. Rachat à l'époque dont les rumeurs et les légendes racontent que Marvel aurait volontairement annoncé l'arrêt de la publication des 4 Fantastiques en bande dessinée quelques mois avant la sortie du film de 2015 pour faire pression sur la Fox pour qu'elle lâche les droits d'adaptation qu'elle détenait. De là à y voir un signe lorsque Marvel a annoncé reprendre la publication de la bande dessinée 3 petits mois après l'annonce de l'approbation de la fusion avec la 20th Century Fox par le ministère de la Justice américain. Il n'y a qu'un pas, les gens, et ça tombe bien, j'ai le pied élastique, moi aussi. À l'époque, par ailleurs, il y avait tout un tas de projets de poursuite de la franchise des 4 Fantastiques centrés sur les enfants des protagonistes, sur le personnage de Dr. Doom. Tout a été mis à la poubelle, évidemment. Bref, on voyait mal Marvel, avec les droits désormais de retour à la maison, ne pas en profiter pour tenter à leur tour l'aventure sur grand écran. A fortiori qu'il faut rappeler les gens que les 4 Fantastiques, c'est pas tout à fait n'importe quoi. L'équipe de super-héros ayant fait ses débuts dans le The Fantastic Four 1 de novembre 1961 a rapidement contribué par son important succès à l'époque à opérer un virage dans le médium, autant dans ses représentations, avec ses histoires plus riches, plus complexe, ses univers emmêlés ou encore ses héros pas toujours d'accord les uns avec les autres, que dans sa production avec la pleine démocratisation de la méthode Marvel, laissant à l'époque plus de place aux dessinateurs dans la production qui se basait alors sur un script plus sommaire ou un bref résumé de l'intrigue pour détailler ses planches. Une méthode qui à l'époque prenait ses distances de fait avec celle plus classique où le scénariste écrivait un script très détaillé, incluait les dialogues et les descriptions de chaque case que le dessinateur ou la dessinatrice devait suivre et suivait fidèlement pour dessiner les pages, avec tout ce que ça pouvait inclure de restrictions, de limitations quant à la créativité. Bref, un succès de production et de diffusion qui a nettement contribué à établir Marvel Comics parmi les principaux éditeurs de bande dessinée américains de l'époque. Succès des 4 Fantastiques qui va permettre d'opérer quelques années plus tard, à la fin des années 60, les premiers pas vers le transmédia avec les premiers dessins animés Marvel. Je vous passe les détails du rachat par New World Entertainment en 86, par Ron Perlman par la suite. Bref, pouf, Disney, raccourci Fantastic Car, on y est. Tout ça pour dire, les gens, qu'adapter, ou plutôt que réadapter les 4 Fantastiques, cette fois directement par l'écurie Marvel, ça avait autant de sens du point de vue commercial que pour l'histoire de la marque, a fortiori dans un contexte où l'actuel arc multivers des derniers films Marvel semble toujours bien incapable de convaincre et où un retour aux sources pourrait permettre de matérialiser une seconde chance. Ce pourquoi il est sans doute pas totalement un hasard que la production ait maintenu les années 60 comme cadre de ce nouveau film Les 4 Fantastiques, puisque nouveau film Les 4 Fantastiques, il y a, comme vous avez pu le voir ou l'entendre si vous écoutez l'émission en podcast, avec cette première bande-annonce très attendue, bande-annonce soutenue par une première affiche du film dégueulasse, entièrement faite par intelligence artificielle générative, avec des erreurs partout, sans doute un manque de budget chez Disney, peut-être, ça arrive, petit artisan de son état. Bref, Les 4 Fantastiques, premier pas, puisque c'est son petit nom, un film réalisé par Matt Shakman, dont c'est le second film après le très très moyen Cutbank de
2014, mais surtout après avoir réalisé la série WandaVision pour le compte de la plateforme de streaming Disney+. Matt Shakman, soutenu par 200 scénaristes, Jeff Kaplan, Ian Springer, Josh Friedman, Cameron Squires, etc., mais surtout soutenu par un casting plutôt cool, puisqu'on retrouvera respectivement pour les rôles de Monsieur Fantastique, de la Femme Invisible, de la Torche Humaine et de la Chose, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Backrash. 4 fantastiques qui auront pour mission de protéger la Terre de la dévoration par l'être cosmique Galactus et son énigmatique héros, le surfeur d'argent. La Terre, ou plutôt une Terre rétro-futuriste inspirée des années 60, comme je vous le disais, même si tout ça, bien sûr, on n'en doute pas, va être connecté au Marvel Cinematic Universe, notamment en prévision des 2 grands films qui se voudront événements, Avengers Doomsday et Avengers Secret War, respectivement capés pour 2026 et 2027, et dont on nous annonce qu'ils auront déjà des dizaines et des dizaines d'acteurs et d'actrices extrêmement connus et reconnus à l'intérieur, dont les 4 fantastiques. Bref, vous me direz si vous attendez ou non ce projet. De mon côté, vous savez que je suis devenu totalement inattentif au possible quant au projet Marvel, et ces premières images ne me rassurent pas du tout. Dis-moi comment ton film est produit, je te dirai comment il sera. Je vois beaucoup trop de noms dans ce chat, mais je garde mon cœur ouvert à la surprise, les gens. Pourquoi pas. Et de la surprise, il y en aura peut-être par ce décorum des années 60, précisément, puisqu'il faut rappeler qu'en faisant leur début en 1961, les 4 fantastiques ont été conçus dans une période d'immenses changements sociaux, de changements politiques et technologiques, marqués par le mouvement des droits civiques, par la course à l'espace, marqués par les débuts de la guerre du Vietnam. Les 4 fantastiques reflétant alors autant l'optimisme des avancées scientifiques de l'époque que les profondes angoisses rampantes de la guerre froide. Quand Reed Richards et Ben s'engueulent dans le premier volume quant à la dangerosité des effets potentiels des rayons cosmiques qui vont se manger dans la têtasse pour leur fameuse mission spatiale qui leur octroiera des pouvoirs par la suite, Jane Storm intervient pour leur dire, je la cite, « Ben, nous devons prendre cette chance, à moins que nous ne voulions que les communistes nous devancent. » 1961, les gens. 1961. Toute ressemblance avec des personnages très actuels et des situations très récentes est absolument pénible, puisque, comme le souligne Matthew Kay, chercheur à l'université de Toledo, dans son article « Cette île de Manhattan, New York et la course à l'espace dans les 4 fantastiques », je le cite, les bandes dessinées des 4 fantastiques des années 60 témoignent d'une appropriation de la mythologie de la frontière au tournant du siècle, puisqu'il faut se rappeler, les gens, que cette mythologie de la frontière qui occupe une place particulière dans la fabrication d'une identité américaine, mythologie qui se focalise par ailleurs sur l'esprit pionnier, sur la conquête de l'Ouest, sur l'idée de forger une nouvelle vie sur des terres inexplorées tout en célébrant les qualités de courage, d'indépendance, de persévérance. Cette mythologie de la frontière a été incorporée dans la rhétorique de l'industrialisme et du capitalisme monopoliste de l'époque, celle-ci transformant, et je cite de nouveau l'article de Matthew Kay, la frontière d'un domaine matériel et géographique en un domaine abstrait et immatériel dans lequel l'exploration physique devient innovation technologique et la domination du marché, le butin du vainqueur. Dans ce nouveau cadre, les gens, dans cette nouvelle mythologie corporatiste, la ville, et notamment celle de New York, devient un site d'importance nationale, source de renouveau, source de progrès, avec ses gratte-ciels qui servent de monument à la culture d'entreprise, dirigeant au passage nos regards vers le haut, vers la nouvelle frontière. Nouvelle frontière dont sont proches les 4 fantastiques, littéralement, du haut du Baxter Building, où ils peuvent autant dominer la ville que surveiller le ciel, avec leur gros logo d'entreprise d'un 4 dans un cercle, et leur costume bleu au motif identique, dont l'uniformité rappelle bien davantage celle d'uniforme d'entreprise que les habituelles tenues bigarrées slip sur la tête des super-héros d'antan. Et tout ça est d'autant plus criant, les gens, que les 4 fantastiques opèrent en permanence une confusion entre public et privé, eux-mêmes se présentant comme ambassadeurs de la nation, tout en étant une entité corporative indépendante détenue par des fonds privés. Et toute cette époque des gens, et toute cette époque des années 60 traverse l'œuvre jusque dans ses représentations, qu'il s'agisse de dépeindre un Manhattan décidément très, très, très blanc, ou une femme invisible dont le pouvoir est à la fois celui d'être caricaturalement furtif et celui d'être totalement conforme au rôle de genre prescrit de son époque, occupé de son temps à la tempérance, au compromis, à la douceur aussi, quand elle ne remplissait pas son temps libre avec du shopping, de la conception de costumes ou encore de la conception de parfums. Femme invisible qui aura mis près de 20 ans, parce qu'il faut le rappeler, qui aura mis près de 20 ans à passer officiellement du statut d'Invisible Girl à celui d'Invisible Woman, c'est dire. Alors, bien sûr,
c'est pas que ça, les 4 Fantastiques. Ce sont aussi des histoires plutôt cool, des personnages attachants, des espaces de subversion possibles aussi, certains auteurs ayant rapidement relevé le potentiel de réappropriation queer du personnage de Monsieur Fantastique, par exemple, qui, au-delà de son altérité, du fait de sa modification moléculaire, dispose d'un corps élastique qui challenge, voire fait disparaître ce qu'il tient de représentation physique de la masculinité hégémonique de l'époque, comme d'autres auteurs et autrices ont également relevé que la chose, de par sa forme unique, exposait constamment le personnage et une ville construite à l'échelle des personnes valides. Et la réalité, c'est que toutes ces lectures coexistent et font la richesse complexe de l'œuvre, mais une richesse qui est datée historiquement et géographiquement, si bien est qu'il est toujours un petit peu étrange de brandir une adaptation telle quelle en 2025, en conservant le cadre, au moins pour le démarrage, des années 60. La référence est sans doute amusante pour les puristes de l'œuvre originale, mais le retour de la mythologie de la frontière a un écho tout à fait particulier à l'actualité, si vous voyez ce que je veux dire. Un écho qui me semble pas tout à fait être du meilleur goût. Les 4 Fantastiques, premier pas. En aura-t-il quelque chose à dire ou se contentera-t-il bêtement de clin d'œiller l'œuvre originale en reproduisant les représentations? Réponse le 23 juillet. En tout cas, ça va être tendu, les gens. Très tendu. Oui, tendez encore un petit peu. Oui, voilà, c'est bien tendu. Ce dimanche se terminera le Festival international du film de Rotterdam, l'un des plus importants festivals de cinéma en Europe. Un festival est étalé sur 12 jours cette année, du 30 janvier à ce dimanche, le 9 février. 12 jours durant lesquels des centaines de réalisateurs, de réalisatrices et autres travailleurs et travailleuses du cinéma ont présenté et présenteront encore jusqu'à dimanche leurs films, espérant empocher le prestigieux Tigre d'Or. Et si je vous parle de ce festival alors qu'il n'est pas encore terminé, c'est qu'en parallèle de la compétition se déroule une série de projections et d'événements thématiques mettant en lumière certains sujets, certains réalisateurs, certaines réalisatrices, certains mouvements cinématographiques spécifiques, dont l'un a tout particulièrement retenu mon attention cette année, le programme Hold Video in Your Hands, présentant en avant-première 2 nouveaux documentaires sur la culture VHS, Video Raven d'Alex Ross Perry, qui s'intéresse au rôle de la VHS dans le cinéma et la télévision américain, et Vidéosic Marco de Guise Larivière, forme d'hommage à la scène vidéo néerlandaise. Le tout soutenu par une programmation corrélée à la thématique culture VHS via la diffusion du film Be Kind Rewind de Michel Gondry, de différents films sur le doublage vidéo et le piratage, de films d'arts martiaux croates, parce que pourquoi pas des films d'arts martiaux croates. Autant de courts et de longs métrages là pour mettre en valeur la vidéo home system, les gens, la VHS, une norme d'enregistrement vidéo analogique sur bande que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent probablement qu'à travers des représentations dans des œuvres audiovisuelles. Une norme abordabilisé, démocratisé par la marque japonaise JVC dans les années 70, faisant de la VHS en quelques années le format dominant de la vidéo domestique jusqu'à la fin des années 90, en rembobinant à l'époque notamment des claques comme ça, bam bam bam, dans la tétasse du format Betamax de Sony. Rest in peace Betamax, rest in peace. Personne s'en souvient d'ailleurs. Une popularité de la VHS multifactorielle de par son coût abordable et son accessibilité comparée à d'autres formats, du fait aussi d'une politique de licence ouverte de JVC, d'un marketing agressif, notamment avec Panasonic, d'une capacité d'enregistrement de plusieurs heures permettant également d'enregistrer des événements télévisés, révolutionnant au passage la façon dont on consommait la télévision à l'époque. Succès aussi grâce à son catalogue de contenu de plus en plus large au fil des années, du fait de sa simplicité d'utilisation, du fait bien sûr de l'émergence et de l'expansion des vidéoclubs qui privilégiaient de facto de plus en plus la VHS pour des raisons de coût et de popularité grandissante évidemment, du fait d'une demande croissante de diversité à domicile aussi, corrélée à l'urbanisation croissante et à l'allongement des temps de trajet entre le travail et le domicile, etc. Bref les gens, autant de facteurs qui ont participé du succès colossal de la VHS que vous êtes apparemment certains à avoir découvert dans le chat. Force à vous, on est là, on est ensemble les gens, on se serre la main à travers le monde, le succès de la VHS à travers le monde, jusqu'à atteindre son pic final à la fin des années 90, avant d'être rattrapé puis dépassé, vous le savez, en 2003 par les ventes de DVD. Vous connaissez l'histoire, et ce avant d'être achevé par la popularisation des enregistreurs vidéo numériques dans les années 2000, si bien qu'en 2016, la production de tous les équipements de VHS a tout simplement cessé avec la fermeture de la dernière usine produisant des magnétoscopes. Ainsi, les gens, ici gisait la VHS. Enfin presque.
enfin presque, puisque s'il est infiniment complexe d'avoir encore des statistiques à jour en 2025, les derniers rapports de l'industrie, données de consommation, comme celle de l'International Data Corporation, suggèrent qu'aujourd'hui encore, les VHS, les lecteurs VHS, les enregistreurs sont encore une réalité pour 1%, peut-être un petit peu moins, des foyers en Europe et aux États-Unis. 1%, c'est peu. C'est très peu, mais c'est pas totalement rien non plus, si bien que les technologies VHS et les appareils affiliés continuent de réapparaître ci et là dans les discussions techniques, culturelles et esthétiques quotidiennes. Lorsqu'on demande à celles et ceux qui en possèdent encore les raisons qui les poussent à conserver ces VHS, alors que souvent celles-ci ont été numérisées, ces personnes retiennent dans différentes enquêtes qui sont menées sur le sujet en Israël par Matan Aharoni, en Grèce par Ursula Helen Cassavetti, aux États-Unis par Daniel Herbert. Ces personnes retiennent plusieurs raisons diverses quant à leur conservation de ces VHS, des raisons de collectionnite, bien sûr, des raisons artistiques, esthétiques aussi, pourquoi pas, mais aussi des raisons fonctionnelles, en ce que les VHS sont pour eux et pour elles d'authentiques objets de mémoire à transmettre en héritage aux générations futures, des raisons de sauvegarde aussi en tant que source originelle si d'aventure les copies numériques se dégradaient. Ils ont très confiance dans les bandes numériques. Force à eux, clairement, ou encore des raisons émotionnelles, évidemment, ces VHS étant perçus comme authentiques, de confiance, comme des éléments de nostalgie, faisant partie de l'âme de la famille, aussi beaucoup par fétichisme de la marchandise. Et ça nous dit encore beaucoup de ce qu'on appelle la convergence des médias. Petit rembobinage, les gens, dans les années 90, l'un des paradigmes technologiques dominants, c'est celui de la révolution numérique qui allait transformer radicalement le paysage médiatique. À l'époque, le concept de succession médiatique soutenait que chaque nouvelle technologie numérique remplacerait inévitablement les anciens médias, les rendant tous ainsi obsolètes. Tout soutenait une vision linéaire du progrès où l'innovation technologique effaçait ou effacerait systématiquement ce qui la précédait. Le tout alimenté par l'essor d'Internet, par l'essor des CD, par l'essor des DVD. Qui pensait-on, ou en tout cas nous vendait-on, allait reléguer les VHS, les vinyles, les livres imprimés au passé? Un point de vue largement influencé par le déterminisme technologique, à savoir l'idée que la technologie est le principal moteur du changement social, dictant nos comportements et nos cultures. Bref, une idée totalement hors sol, qui négligeait totalement les facteurs humains et culturels et qui petit à petit, dans le champ de la recherche, s'est fait surclasser par celle de la convergence des médias. L'idée que l'évolution de ces médias est tout simplement plus une question de convergence que de remplacement et que les frontières entre les anciens et nouveaux médias s'estompent, permettant ainsi des interactions, des entrelacs, des complémentarités nouvelles, inédites. Imaginez les gens, cette convergence comme des fils qui se délassent, qui s'entrelacent en permanence, loin de l'idée d'un hypermédia qui naîtrait dans les décennies à venir. La convergence, comme le souligne Henry Jenkins, que je dois bien citer dans un numéro de Soft Power sur 2, c'est, je le cite, un changement d'ordre culturel. Elle se produit dans le cerveau du consommateur et dans ses interactions sociales avec autrui. C'est cette convergence culturelle, les gens qui encouragent cette culture participative dont je vous ai parlé dans les derniers numéros de l'émission, via les AMV, via les fanfilms, une culture participative au sein de laquelle les propriétaires de cassettes vidéo ne se contentent pas de les conserver passivement, ils les numérisent, ils les archivent, ils les partagent et parfois même ils en modifient le contenu pour le rendre accessible sur des plateformes modernes. Et c'est ce processus d'appropriation, de transformation, de redistribution qui est au cœur de la culture participative telle que définie par Jenkins. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, les gens, c'est que les VHS qui étaient initialement destinés à la reproduction de masse, sans originalité particulière, elles ont acquis pour ces différentes propriétaires une nouvelle aura d'authenticité, faisant de ces cassettes fraîchement renouvellement fétichisées des objets désormais chargés d'émotions et de signification personnelle. Bref, pas de cachette pour les cassettes, les gens, et si celles-ci ont bien évidemment quasiment totalement perdu de leur superbe, il reste un je ne sais quoi qui dit, il me semble, beaucoup de nos pratiques culturelles modernes. Et si tout ça vous intéresse davantage, le Festival international du film de Rotterdam, c'est jusqu'à après-demain, et ce sera peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et si jamais c'est trop tard, que vous pouvez pas y aller, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gens. Pour embobiner manuellement, vous désengagez le petit loquet qui est sous la cassette, vous insérez un stylo ou un tournevis dans l'un des trous et vous tournez doucement dans le sens inverse du déroulement de la bande. Et avec ça, les gens, vous remontez le temps. Il est 18h31
au Japon. Il est donc 10h31 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture et politique du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après sur toutes les bonnes plateformes de podcast et en VOD sur YouTube. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine. Vous voulez de l'épique, vous aurez de l'épique, les gens. Et on se retrouvera juste après pour parler de Sinners, le nouveau Ryan Coogler qui nous emmènera dans le sud des États-Unis en pleine prohibition pour nous faire chasser du vampire. Et ça, c'est chargé d'histoire. On en reparlera. On fera le tour de l'affaire Pass Culture avec le gel la semaine dernière de la part collective du Pass. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous inquiétez pas. Let me cook. Et chose promise, chose due, on invoquera les esprits de Rocky, de Mustang et de Ramdam. Et si vous avez la référence, force à vous. Les gens, on est vraiment ensemble puisqu'on partira dans les sombres ruelles de Hell's Kitchen pour parler de Daredevil, Born Again. Et tout ça, les gens, tout ça après la pause musicale de cette semaine. Bien sûr, alors, bonne écoute. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture et politique du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube et ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez soutenir l'émission financièrement par ma page Patreon ou en vous abonnant à la chaîne Twitch en direct ou via votre abonnement Amazon Prime. Vos dons serviront à ce que je puisse améliorer l'émission visuellement et techniquement. Le nouveau logo et le générique de Soft Power sont quasi terminés. Il y a encore 2-3 choses à faire ensuite. J'ai hâte de vous montrer ça. Et bien sûr, vous pouvez également soutenir Soft Power en partageant l'émission autour de vous, en laissant des commentaires, des pouces bleus, des évaluations sur toutes les VOD, sur les podcasts chaque semaine, avec toujours le même objectif de cette année, doubler le nombre d'auditeurs et d'auditrices de l'émission. C'est pas dur, 5, ça fait 10. Je compte sur vous les gens. Et bien sûr, tous les liens du Patreon, du YouTube, du TikTok, de l'Instagram, du Spotify, du Apple Podcast, du Deezer, du Discord, du Blue Sky. Ce que j'en oublie, non, c'est bon. En description, vous venez d'entendre Tanomossi Henge, issu de la bande originale de l'adaptation animée du live novel de Miyazaki et dont je vais surtout pas vous lire l'intégralité du titre en japonais. Non merci. Donc en français, ça donne: en tant qu'aristocrate réincarné, j'utiliserai mes capacités d'évaluation pour m'élever dans le monde. Je sais les gens. Je sais pas si c'est bien, mais j'émets quelques réserves. Mais Lex, on juge pas un titre à sa couverture. Exactement,
c'est pour ça que je le juge sur son titre. Et pour la bande originale, les gens qui, elle, pour le coup, est sympa, on retrouve Kujira Yumemi, que je vous avais déjà présenté dans Soft Power, Kujira Yumemi, et dont je vous invite à découvrir le travail une fois de plus. Tanomossi Engu, c'était le titre de la semaine sur Soft Power, les gens. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Et qu'un tel talent peut convoquer les esprits du passé. Mais ce talent peut aussi déchirer le voile qui sépare la vie de la mort. Écoutez, c'est pas une soirée guindée. Vous voulez picoler? Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Si tu pactises avec le diable, un jour tu le retrouveras devant chez toi. On a un problème, là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Ce monde vous a déjà laissé pour mort. Avec moi, vous pourriez échapper à votre sort. On n'a pas besoin d'être sauvés. Oh que si. Et vous êtes? Je suis votre porte de sortie. Faut pas pleurer. Il va mieux maintenant. Je crois pas à la magie noire. Ni aux fantômes, ni aux démons. Je ne crois qu'au pouvoir. Somebody please take me. On va vous crever un par un jusqu'au dernier. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. Tu es incroyablement rapide et fort. Ta peau est blanchâtre et toute glacée. Tes yeux changent de couleur. Il t'arrive de parler comme si tu venais d'une autre époque. Tu refuses de boire ou de manger quoi que ce soit. Tu ne t'exposes jamais au soleil. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Tu as 17 ans depuis combien de temps? Oh, un bout de temps. Je sais ce que tu es. Dis-le. À voix haute. Dis-le. Un vampire? As-tu peur? Non. Et maintenant, pose-moi la question existentielle. De quoi vous vous nourrissez? De la thune, Edward. De la thune. Vous vous nourrissez de la thune. Voilà ce qu'aurait dû répondre Belle pour faire taire le vampire Edward Cullen dans cette scène infernale de Twilight 1 Fascination, plutôt que d'écouter les fariboles d'un gars de 109 ans qui s'en faisait passer pour un 17 comme le premier youtubeur venu. Voilà, de la thune, les gens. Donc, mais aussi du pouvoir, comme ce que viendront chercher les vampires du film Sinners, dont vous venez de voir la toute nouvelle bande-annonce. Sinners, le nouveau film de Ryan Coogler, réalisateur des 2 milliardaires ou quasi milliardaires Black Panther, du premier film Creed qui avait permis de lancer la franchise éponyme héritière de la saga Rocky par la suite, et réalisateur du trop vite oublié, alors que pourtant très chouette, Fruitvale Station avec Michael B. Jordan dans le rôle titre, comme dans quasiment chacun des films de Ryan Coogler par ailleurs. Et ce Sinners n'y échappera pas, puisqu'on retrouvera bien au casting Michael B. Jordan aux côtés de Hailey Steinfeld, de Miles Catton, de Jack O'Connell, de Wunmi Mosaku ou encore de James Lawson, tous et toutes réunis pour nous dépeindre l'histoire de 2 frères jumeaux, tous 2 réincarnés par Michael B. Jordan, tous 2 réincarnés, lapsus, tous 2 incarnés par Michael B. Jordan, de 2 frères jumeaux de retour dans leur ville natale pour fuir leur vie passée et ainsi se relancer.
Pensaient-ils, en tout cas les gens, pensaient-ils avant de tomber sur des gars avec des bérets, des bretelles, des chapeaux fedora, ça fait peur, et accessoirement des dents pointues de 6 cm de long. Et pour cause, le film se déroulera en 1930, à une époque bien précise, celle de la prohibition américaine. D'une part, grande période d'interdiction de la production, de la vente, de la conso d'alcool, pour des raisons sociales, des raisons religieuses, des raisons de moralité publique. Prohibition dont on reconnaît aujourd'hui et dont on voyait déjà à l'époque les très nombreux effets délétères. Mais aussi et peut-être surtout, au-delà de cette prohibition, 1930, c'est aussi la pleine époque de la ségrégation raciale, avec l'application des lois Jim Crow, introduites notamment dans le sud des États-Unis à la fin du 19e et au début du 20e. Loi Jim Crow qui visait à marginaliser les Afro-Américains en les privant de leurs droits civiques, notamment le droit de vote, l'accès à l'éducation, aux opportunités professionnelles, etc., etc. Bref, plus généralement, à entraver l'exercice de leurs droits constitutionnels et à maintenir la domination blanche après la fin de l'esclavage. Sud, qui va d'ailleurs servir aussi de décorum au film Sinners. Tiens donc, faudrait-il y comprendre quelque chose? Je plaisante les gens, je plaisante. Bien sûr, pas de politique dans ma ségrégation, pas de politique dans ma ségrégation. Bah, bref, ici on ne parle que de pop culture, les gens. Vous le savez, pas de politique dans ma pop culture. On parle du premier album solo de Jenny, de Crypto le chien de Keanu Reeves. Abonnez-vous, les gens, abonnez-vous. Et si je dis ça avec un tel sarcasme qui pourtant ne me ressemble pas, qui pourtant ne me ressemble pas beaucoup, en tout cas, qui me ressemble un petit peu, qui me ressemble pas mal peut-être, qui me ressemble, c'est carrément l'ADN de l'émission, c'est tout à fait l'ADN de l'émission, mais si je dis ça les gens, avec un tel sarcasme, c'est qu'il est clair que ce Sinners a des trucs à raconter, et l'emploi de la figure du vampire pour y donner littéralement corps, c'est pas anodin les gens, puisqu'il faut rappeler que cette créature est polylégendaire, en ce qu'il y a eu au moins autant de folklore, de vampires différents à travers le monde que de prothèses de sourcils foncés dans un seul épisode de Buffy contre les vampires, et que c'est précisément cette variété de folklore qui a longtemps rendu insaisissable la figure du vampire qui buvait du sang ou du lait, qui avait des longues dents ou pas du tout, qui était petit ou grand, en tout cas avant une stratification plus ou moins homogène qui donne sa forme au mythe actuel. On trouve un point commun, les gens, entre toutes ces représentations du vampire à travers le monde. Derrière chacun de ces mythes, derrière chacune de ces silhouettes tapies dans l'ombre, il y a des obsessions, il y a les interrogations d'une époque, comme le rappelait le camarade Kaleidospop dans son excellente vidéo sur le sujet que je vous avais recommandé il y a 1 an et demi déjà dans Software et dont je vous remets le lien en description. Les vampires ont été l'écho mythologique des problématiques sociopolitiques de leur temps, que ce soit le Gandharya d'Inde qui boit le sang et abuse des femmes qui se sont mariées sans l'accord de leur famille, le Gaïal dont le rite funéraire avait pas été respecté après sa mort, l'Angyak des croyances inuites nées d'un enfant mort en bas âge, ou encore les nombreuses représentations vampiriques dont la pulsion était de répandre des maladies dans des régions pleinement touchées par des pandémies. C'est étonnant. Les mythes des vampires qui ont traversé les âges et les cultures ont reflété les préoccupations, les tensions, les luttes de pouvoir au sein de leurs sociétés respectives, leur existence légendaire, cristallisant ainsi les peurs de leur époque liées aux crises sociales, économiques et morales, faisant des vampires des figures politiques par essence. Et lorsque je parle de lutte de pouvoir, les gens, c'est que le vampire a aussi régulièrement symbolisé, mythifié des rapports de force, des luttes de classe entre des vampires, élites dominantes, exploiteuses des masses populaires, et ces dernières. On peut bien sûr penser à cette citation de Voltaire qui est aussi dans la vidéo d'Arcani, tirée du traité philosophique, je la cite: « Ces vampires étaient des morts qui sortaient la nuit de leur cimetière pour venir sucer le sang des vivants. » J'avance un petit peu. C'était en Pologne, en Hongrie, en Silésie, en Moravie, en Autriche, en Lorraine que les morts faisaient cette bonne chair. On n'entendait point parler de vampires à Londres, ni même à Paris. J'avoue que dans ces deux villes, il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d'affaires qui sucèrent en plein jour le sang du peuple, mais ils n'étaient point morts, quoique corrompus. Ces suceurs véritables ne demeuraient pas dans des cimetières, mais dans des palais fort agréables. Et c'est aussi toute la métaphore du vampire employée par Karl Marx pour décrire le capital qui vit en suçant le travail vivant, qui fonctionne ainsi en séduisant les travailleurs et les travailleuses pour qui elles participent à leur propre exploitation. Bref, par essence et par condition, loin de ne renvoyer que la lumière comme Edward Cullen dans Twilight, le vampire réfléchit avant tout l'environnement culturel qu'il a généré. Il incarne, au sens le plus littéral du terme, une époque, un sentiment, mais aussi un lieu. Et c'est pas par hasard, les gens, que la Bible Belt américaine, région des États-Unis où le christianisme évangélique et protestant a été et est particulièrement influent et dominant, et qui s'étend principalement dans le sud et le Midwest des États-Unis, a été un terreau
particulièrement propice au développement de mythes vampiriques dans un lieu traversé de questionnements religieux, sexuels et raciaux. C'est pas du tout un hasard non plus si Anne Rice avait choisi cette région pour son décor d'entretien avec un vampire, l'œuvre du genre la plus influente après le Dracula de Bram Stoker et Vampire Diaries aussi, qui se passait d'ailleurs au même endroit. Terreau du Sud qui a permis, j'ai vu tous les épisodes, Originals, je l'ai. Legacy, j'ai vu. Vampire Diaries, j'ai fait. Vous m'aurez pas, les gens, vous m'aurez pas. Terreau du Sud qui a permis carrément le développement d'une entité à part entière, le Vampire du Sud, bien éloigné de ses homologues européens au château brumeux de Transylvanie ou au manoir gothique britannique. Bienvenue ici, la moiteur des bayous, les voiles de mousse espagnoles et le son des grillons nocturnes à mi-chemin entre le surnaturel et le folklore local. Fini l'aristocrate raffiné, les vampires du Sud à l'hospitalité apparente et à l'accent traînant laissent davantage transparaître leur part d'humanité. Et c'est justement, les gens, cette part d'humanité qui fait d'eux un réceptacle d'autant plus utile des questions raciales, des questions ségrégationnistes, des questions de genre qui ont traversé et traversent encore les pays du Sud des États-Unis. Les vampires du Sud parlent entre leurs dents. Dans Abraham Lincoln, chasseur de vampires de Graham Smith, les propriétaires d'esclaves sont dépeints comme des vampires qui volent des vies pour s'enrichir et contre lesquels le protagoniste avait une dent. Dans le très chouette The Gilda Stories de Jewel Gomez, dont je vous recommande fortement la lecture, la protagoniste qui se fera appeler Gilda traverse les époques et interroge l'identité afro-américaine, l'autonomisation des femmes et les questions raciales, avec là aussi des maîtres de plantation vampires. Et avec cette phrase, les gens, cette phrase de la mère de Gilda à propos des hommes blancs qui les détiennent comme esclaves, elle et sa fille, cette phrase, les gens, je la cite, « Ils ne sont pas là depuis assez longtemps, ils sont à peine humains, peut-être même qu'ils ne le sont pas. Ils aspirent le monde, mais n'y goûtent pas. » Ça, les gens, ça dit beaucoup. Et en donnant ce décor, cette époque, ce casting et cette répartition des rôles pour son Sinners, c'est avec toute cette histoire et toutes ces représentations des vampires du Sud des États-Unis que Ryan Coogler travaille à volontairement renouer et à entrer en dialogue dans tout ce qui est loin de n'être qu'un petit film de genre sans ambition, si tant est qu'une telle chose puisse exister. Sinners, les gens, ce sera le 16 avril prochain en salle, en espérant que le film ne se cassera pas les dents à l'arrivée ou qu'il nous fera grincer les nôtres. On donne 300 € à tous les jeunes, quels que soient les revenus de leurs parents, à charge pour eux de dépenser où ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des mangas. Les copains, est-ce que c'est sérieux, quoi? Enfin, on parle de culture, donnons plutôt de l'argent aux profs pour qu'ils emmènent leurs élèves Pardon François, mais un jeune qui lit un manga ou une bande dessinée, c'est un jeune qui lit. C'est pas... Après, la question, faut-il le donner à tout le monde? Pas sur l'argent public, Thomas. Les copains, est-ce que c'est sérieux, quoi, enfin? Parle de culture, donnons plutôt de l'argent aux profs pour qu'ils emmènent leurs élèves au théâtre, disait l'imbuvable et tout à fait ignorant journaliste François Langlais sur des plateaux de la radio RTL il y a quelques mois à propos du pass culture. Donner plutôt de l'argent aux profs pour qu'ils emmènent leurs élèves au théâtre. Il croyait pas si mal dire le bougre, puisque ça, c'est bientôt fini. Petit récap des familles, les gens. Petit récap des familles. Le pass culture, vous le savez pas, puisque toutes mes stats montrent que personne ici qui écoute l'émission n'a ni à droit. C'est ce pass mis en place à destination des jeunes entre 15 et 20 ans. Oui, c'est ça, entre 15 et 20 ans en 2021 et en 2022, à l'échelle nationale, très inspiré du bonus cultura italien, destiné lui aussi à encourager les jeunes à s'engager dans des activités culturelles. Le principe est simple. À partir d'une application mobile et web, les jeunes de 15 à 18 ans bénéficient chaque année d'un crédit en fonction de leur âge, 20 € à 15 ans, 30 à 16 et à 17, 300 € à 18 ans, qu'ils peuvent dépenser dans tout un tas d'offres culturelles physiques et numériques, autant des gros mangas qui tâchent que Naruto, la pièce de théâtre. Voilà, histoire de faire à moitié plaisir à François Langlais. Le tout dans un objectif de démocratisation des pratiques culturelles, de rendre les activités et les œuvres culturelles accessibles à un large public, indépendamment de l'origine sociale, économique ou géographique. Ça, en tout cas, c'est sur le papier. Vous aurez très bien compris dans les faits quelles pratiques culturelles il s'agissait de démocratiser. Oui, sauf que, comme le bonus cultura avant lui, le pass culture, à part pour compléter son intégrale One Piece, ce qui est plutôt cool d'ailleurs, ça marche pas. Ça, c'est en tout cas ce qu'a souligné la Cour des comptes en décembre dernier, malgré son budget annuel de 244 millions d'euros en 2024, faisant du pass culture le deuxième plus gros financement du ministère de la Culture après la Bibliothèque nationale de France. La Cour dénonçait en effet, je la cite, « Préparez-vous les gens, préparez-vous à avoir les chaises qui tombent de vos bras sur votre chaise ». Le pass culture bénéficie surtout à des jeunes disposant déjà
notamment par leur environnement familial, d'un capital culturel plus élevé. Bravo, bravo, bravo les gens. Et ça continue, hein. 80,8% des jeunes âgés de classe supérieure de 18 ans ayant activé leur pass contre seulement 68% parmi ceux issus des classes populaires. Avec cette grande prise de conscience de la Cour des comptes, les gens, page 28 du rapport, parce que je me suis frappé le rapport, je la cite, ainsi, ce sont d'abord la position et l'origine sociale qui déterminent le recours au pass culture. Wow, les gens, attendez. Il faut que je me tienne à ma chaise. C'est bon, j'en suis tout tourneboulet. Où ça tangue dans l'émission aujourd'hui? Si seulement on avait des champs de recherche, les gens, qui travaillaient à ces questions, on pourrait les interroger avant de claquer des centaines de millions d'euros. On appellerait ça sociologie des pratiques culturelles. Comme ça, on serait sûr de ne pas se tromper. Oh ouais, ça serait bien ça. Sociologie des pratiques culturelles. Ce serait vraiment bien qu'on ait ça. Je crois, hein, ce serait vraiment, vraiment bien. Et il faut rappeler aussi que lorsque ce pass est utilisé, les gens, c'est souvent de fait pour enrichir les mastodontes du monde culturel, l'outil étant soutenu par aucun contrôle ni aucune politique publique. Pourtant, le pass culture est géré par une société privée, hein, je comprends pas, ça aurait dû bien se passer, bizarre. Bref, les gens, ça allait mal, et ça allait d'autant plus mal que depuis janvier 2022, le pass culture s'était vu affublé d'un autre versant, collectif, cette fois-ci, dans le cadre de la politique de développement de l'éducation artistique et culturelle et d'un partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, permettant aux enseignants, comme le réclamait à corps et à cri François Langlais, de réserver des sorties scolaires au collège et au lycée couverts par ce pass culture. Sauf que, coup de mauvais théâtre, vendredi dernier, alors qu'à peine de vagues rumeurs tournoyaient ci et là la veille dans les milieux concernés, un cavalier qui surgit hors de la nuit, courut vers l'aventure au galop. Son nom, il le signait de la pointe de l'épée d'un Z qui voulait dire 0 €, rien, plus rien, que dalle, que pouic, nada. C'est bientôt ce dont disposeraient les enseignants pour cette année 2025, puisque le vendredi 31 janvier, à la surprise générale, il a été annoncé officiellement que le budget alloué à la part collective du pass culture serait gelé à 50 millions d'euros pour l'année en cours. 50 millions, Lex, c'est pas mal. Ouais. Pas de bol, 40 millions d'euros ont déjà été engagés sur les 50, si bien que d'ici quelques jours, il sera juste impossible d'effectuer de nouvelles réservations sur la plateforme dédiée. Il faudra alors attendre septembre prochain pour obtenir 22 malheureux millions d'euros supplémentaires. Ça fait moins de 4 balles par jeune. Ça va, ça passe, franchement, on peut monter dans le bus. Pas mal, intéressant. Donc, je la refais, les gens. La part individuelle du pass culture, qui fait qu'à 18 ans, lorsque vous touchez les 300 balles, vous pouvez tout claquer en manga ou en Nintendo Switch 2. Si vous le souhaitez, ça, c'est maintenu. Mais la part collective du pass qui servait majoritairement à des sorties scolaires, dans des musées, dans des théâtres, pour des événements culturels, elle est gelée pour cette année 2025. Une mesure d'autant plus absurde qu'elle pénalise invariablement tous les établissements scolaires, sans aucun pilotage qui permettrait, par exemple, comme le précise chez Mediapart, Lucie Cabiac, secrétaire générale du théâtre Antoine Vité à Ivry, d'amorcer le choc au moins dans les zones d'éducation prioritaire. C'était dans le nom, hein. C'est dans le nom en fait, hein. C'est juste dans le nom, ce que confirment d'autres enseignants ci et là, par ailleurs, hein, notamment au micro du site Le Café Pédagogique, si vous connaissez pas Le Café Pédagogique, c'est cool, qui dépeigne une situation de catastrophe où la culture va juste devoir être très concrètement foutue à la poubelle, des théâtres ou des festivals ayant également fait part de leurs inquiétudes dans différents médias, évidemment, ce qui doit vous rappeler ce qu'on avait pu dire il y a quelques numéros de Soft Power au sujet des baisses de subventions massives décidées par la large majorité des collectivités pour 2025, là aussi, avec en tête la région Pays de la Loire qui accuse une baisse de 62% alors que personne ne lui demandait de faire autant. Christelle Morancet, la présidente de région, s'est dit que ce serait un bon timing historique pour faire du zèle. Absolument. 62% pour les subventions de la région, 20% pour l'Île-de-France. C'est énorme, les gens. Et cette semaine encore, c'est le département de l'Hérault qui annonçait tout simplement, lui, il s'est pas trop fait chier, la fin de toutes les subventions non obligatoires pour la culture héraultaise. C'est fait. Et si les syndicats du monde de la culture annoncent déjà qu'ils préparent une réponse que je relayerai évidemment et qu'on suivra dans Soft Power, je vous mets en description d'ailleurs l'appel de ce mardi lancé par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles pour dénoncer ces coupes budgétaires et défendre le service public de la culture. Il faut bien reconnaître que tous les mots sont au rouge pour la diversité, la richesse culturelle du pays et pour les milliers de travailleurs et de travailleuses qui sont et qui vont être impactés par toutes ces mesures plus qu'arbitraires. Mais heureusement, les gens, il nous reste le sarcasme bien nourri, lui, puisque désormais, le spectacle du Puy du Fou est depuis la semaine dernière éligible à l'offre individuelle du Pass Culture.
excellent. Et ce, quelques jours après une levée de lance de plusieurs élus du Rassemblement national qui demandaient de rendre éligible le parc au pass culture. Vœu en partie exaucé, puisque si les parcs d'attractions ne sont pas éligibles, le spectacle vivant du parc, lui, il l'est désormais. J'ai pas besoin de commenter plus, suivez mon regard de poisson mort. Voilà, c'est fait. Bref, on suivra tout ça dans Soft Power, mais il est tout de même assez triste de suivre ce speedrun Any% qui nous fait passer du pass culture au pas de culture. Merci de prendre le temps de me voir. Je dois bien l'avouer, ce n'est pas totalement déplaisant de te revoir. La vie a suivi son cours. À ce que je vois, tu sembles avoir réussi. Je peux en dire de même pour toi. Un maire doit servir sa ville. Je ne te sens pas vraiment convaincu. Et ça te surprend? J'ai la désagréable impression que tu veux gruger le système. Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier? Un cap a été franchi. C'est difficile d'apprendre à accepter la violence qui nous habite. On en vient à détester l'emprise qu'elle a sur nous. Cette ville doit être contrôlée. Parfois, la paix doit être rompue. Et le chaos doit régner. Tu veux bien lâcher cette hachette? En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Le saviez-vous? Un bon ninja ne se définit pas par le nombre de techniques qu'il maîtrise, mais par sa ténacité à ne jamais abandonner. Ça, c'est Jiraiya qui le disait dans Naruto avant de boire la tasse, quelques chapitres après. Mais il faut dire qu'il avait raison, le bougre, quant à la ténacité de ces ninjas, puisque ça y est, après des années de rumeurs, de pré-production, de production avortée, ça y est, le démon de Hell's Kitchen dans la cuisine du diable, Daredevil, est enfin de retour en série en prise de vue réelle avec Daredevil Born Again, qui s'est dévoilé le mois dernier dans une première vraie bande-annonce officielle, cette fois-ci quelques temps après les fuites de l'événement Disney D23 de l'année dernière. Enfin, de retour, oui, puisque souvenez-vous, une série Daredevil avait été produit dans le giron Netflix pour 3 saisons diffusées entre 2015 et 2018, dont la première avait été par ailleurs un petit événement en soi, de par le soin tout particulier qui avait été appliqué à l'écriture et aux scènes de combat, avant que les exécutifs de Netflix et de Marvel perdent à leur tour la vue les années suivantes, sans pour autant bénéficier de l'extraordinaire acuité de leurs autres sens, comme le protagoniste de la série Matt Murdock, si bien que, annulé en 2018 dans une relative indifférence générale. Il faut dire que les dernières productions mettant en scène Daredevil pour la plateforme à la The Defenders, ça luminescait la nuit de leur médiocrité. On s'était dit qu'il fallait en terminer de ce Daredevil made in Netflix, la franchise n'attendant plus que de renaître d'une façon ou d'une autre, ou plutôt d'une autre d'ailleurs, du côté de chez Disney, plus lorsqu'il y aurait besoin de boucher un trou programmatique dans l'univers étendu Marvel et d'intégrer quelqu'un dans le MCU. Vous connaissez la formule. Et puis, si et là, après l'officialisation du maintien de Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock Daredevil par le président des Marvel Studios Kevin Feige fin 2021, après avec l'annonce d'un démarrage plus proche d'un redémarrage pour une nouvelle série Daredevil en 2022, qu'on présentait en interne comme un exercice d'équilibriste entre nouvelle série et 4e saison Netflix, avec une moustache tout public et surtout avec un tournage enfin entamé courant 2023, on avait fini par se dire qu'il resterait bien un petit quelque chose du Daredevil Netflixien pour cette première itération Disney+. Sauf que, les gens, comme vous avez pu le voir aux images de cette bande-annonce ou à ses sonorités, si vous écoutez l'émission en podcast, il se pourrait bien qu'à l'arrivée, on ait un peu plus de la
l'ADN de la production Netflix que prévu. En cause, des projections tests très peu convaincantes qui avaient même carrément amené fin 2023 les Marvel Studios à remanier toute la série, alors même que 6 épisodes des 18 prévus avaient bel et bien été tournés. Au revoir Matt Corman et Chris Hord, à la fois scénariste en chef et showrunner de fortune dans les grandes habitudes de Marvel. Bonjour Dario Scardapane pour véritablement showrunner la série. Dario Scardapane, scénariste de la plutôt ok série The Punisher de 2017, comme ça le rappelait à l'instant dans le chat, à qui l'on a alors confié l'ingrate mission de réécrire la série en prenant en compte toute partie de ce qui avait déjà été tourné, et ce dans un objectif démasqué, se rapprocher désormais le plus possible du ton de la série, intégrer les intrigues passées aux nouvelles sans pour autant perdre tous les nouveaux spectateurs et les nouvelles spectatrices de cette nouvelle série. Ça fait beaucoup de nouveaux, pas simple, et l'une des façons d'y arriver a tout simplement été d'aller récupérer une bonne partie du casting original, puisqu'aux côtés de Matt, on retrouve Karen, Foggy et Wilson, toujours grands antagonistes de la série, respectivement incarnés une nouvelle fois par Deborah Ann Wood, par Elden Henson et par Vincent D'Onofrio, et bien sûr aussi le personnage de Frank Castle, un Punisher toujours incarné par Jon Bernthal, que l'on peut également voir dans la bande-annonce. Et sans doute plus important encore, les gens, Daredevil Born Again, c'est surtout le rapatriement de Philippe Silvera, embauché comme coordinateur des cascades et réalisateur de la 2e unité, après avoir été maintes fois applaudi pour ses scènes d'affrontement et de cascades dans la série Netflix, et notamment ce long plan séquence couloir où Daredevil maravait la moitié de la Terre pendant 5 minutes, et qui avait été pour beaucoup dans le succès de la première série. Brad Winderbaum, le responsable de streaming de la télévision et de l'animation de Marvel Studios, ayant déclaré à ce titre pour cette nouvelle série que l'action de Daredevil Born Again contenait beaucoup de puissance. Écoutez, vraiment, je fais des efforts pour comprendre, hein, je lis les textes, j'essaye, mais je ne vois pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas les termes. Je ne comprends pas. Ou en tout cas, si l'on observe les images de cette bande-annonce, il semblerait que beaucoup de puissance, ça veut surtout dire que la série sera classée TVMA, l'équivalent du rated R pour les films. Autrement dit, ça va péter des dos, ça va flinguer des humérus, ça va connecter les cervicales au sacrum, mais si possible, dans le calme de la nuit. Puisque les gens, s'il y a bien une chose que faisait le Daredevil de Netflix et que l'on repère à demi-vue dans cette bande-annonce, c'est bien de s'affilier de plus en plus directement à l'image du shinobi, une certaine catégorie d'espions ou de mercenaires actifs jusqu'à l'époque Edo au Japon, ou plutôt à l'imaginaire du ninja, cette catégorie bien moins historique qu'il n'y paraît, principalement drivée par la culture populaire dans les années 50 et le succès d'œuvres comme Ninpocho de Futaro Yamada, ou encore Koga no Kagemaru de Kodansha. Ninja bien éloigné des shinobi et consorts historiques, en ce que le terme a toujours porté une sorte de gradient, hein, allant de la grosse simplification de l'histoire japonaise à son détachement le plus complet, hein, faisant par essence du ninja un pur mythe moderne. Mais lorsque je dis que Daredevil s'affilie à l'imaginaire du ninja, il faut en plus de ça prendre ce mythe moderne dans son importation, dans son infusion, dans sa digestion, dans sa régurgitation par Hollywood, dans la continuité de la vague du cinéma d'arts martiaux au cours des années 70-80 et du succès des œuvres estampillées ninja au Japon. Très intéressé par la culture monétaire japonaise, nombre de sociétés américaines vont s'engouffrer dans la folie ninja, si bien qu'en mars 1981, le magazine Variety annonçait à l'époque pas moins de 14 sociétés de divertissement américaines déjà sur le coup sur la production d'œuvres audiovisuelles avec des ninjas, pour un succès qui va très vite se confirmer avec celui d'Hunters the Ninja de Menahem Golan de 1981, dont je ne résiste pas à vous lire les 2 premières lignes du synopsis. Cole, un mercenaire et vétéran de la guerre d'indépendance de la Namibie, termine son entraînement de ninjutsu au Japon. Y avait-il vraiment besoin d'aller plus loin? Hunter the Ninja, qui va lancer la carrière de la star japonaise Sho Kosugi, qui va interpréter Truth Mill Ninja dans des productions américaines dans les années 80 et porter une partie du succès du genre. On lance des collections de jouets, on lance des collections de parfums, des jeux vidéo, des séries de motos estampillées ninja, ce dernier devenant en l'espace de quelques années un nouvel archétype de l'anti-héros japonais. Pas sûr les gens, pas sûr, puisque dans bon nombre de ces films de ninja et encore aujourd'hui, la majorité de ces productions américaines dépeignent des hommes blancs américains dont l'identité héroïque est enracinée dans leur personnalité de ninja. Quand bien même il s'agirait de tortues mutantes, les gens en opposition à leurs rats maîtres japonais qui parlent à 2 à l'heure, sans réduction de consonnes et seulement avec des proverbes. Pizza partagée unit les cœurs, Michelangelo.
Ouais, ok, excellent. Puisqu'à Hollywood, c'est rapidement la figure du ninja blanc américain qui va émerger, même dans Hunter the Ninja. Le personnage principal est blanc, incarné par l'acteur italien Franco Nero, tandis que Sho Kosugi, c'est littéralement le méchant du film qui va supplier de mourir avec honneur à la fin du film. Et il va l'obtenir, les gens. Il va l'obtenir. Je viens de vous économiser 1h30 de votre vie. Vous pourrez me remercier à tout jamais. Faites-moi confiance, je viens vraiment de vous économiser du temps. Bref, ce faisant, le ninja d'Hollywood va émerger à la croisée des chemins entre une mythologie japonaise moderne et un ensemble d'archétypes du héros américain de l'époque et de sa masculinité hégémonique, notamment en appuyant deux aspects, la virilité hétérosexuelle et l'indépendance, puisque dans ces œuvres hollywoodiennes, les ninjas américains doivent montrer leur corps, souvent torse nu, souvent en gros plan, souvent après avoir fait une quinzaine de muscle-up, certes, pour mieux montrer leur supériorité sur leurs opposants, bien souvent eux, non blancs, mystérieusement, japonais, si le casting était disponible. Et cette supériorité passe également par la sexualité, comme le rappellent Phoebe Pua et Mie Shilamoto dans leur article des héros blancs hot, la sémiotique de la race et de la sexualité dans les films de ninja hollywoodiens. Je trouve tous les textes, les gens. Je trouve absolument tous les textes dont j'ai besoin pour Soft Power. Je suis né à la meilleure période, c'est incroyable. Avec cet exemple du très mauvais film Wolverine, le combat de l'immortel, qui se passe au Japon, et dans lequel le ninja japonais Harada, pourtant soutien du héros, c'est un sidekick, pourtant soutien du héros, campé par Hugh Jackman, se fait piquer son amour d'enfance par ce dernier après 2 scènes et demie, parce que lui, il était bien incapable d'atteindre la virilité hétérosexuelle du ninja blanc nécessaire à la conquête du cœur de celle qu'il aimait depuis des années. Ninja d'Hollywood, les gens, caractérisé aussi par son indépendance, éloigné des associations claniques et du moindre dojo, puisque les ninjas japonais, eux, s'entraînaient dans des dojos. Oui, les historiens en PLS, déjà qu'ils étaient occupés à faire des vidéos sur le salut romain, ils en ont pas terminé. Non, le ninja d'Hollywood, lui, les gens, il suit pas les instructions hiérarchiques. C'est un ranger solitaire dont toutes les vendettas, quelles qu'elles soient, sont moralement justifiées. C'est Wolverine, c'est Beverly Hills Ninja, c'est Ninja 2, c'est Hunter the Ninja. Et c'est aussi Daredevil chez Netflix et certainement sur Disney+, par la suite. Daredevil qui se déroule dans le quartier de Hell's Kitchen, espace paranoïaque où des groupes irlando-américains, russes, chinois et japonais disputent la domination du commerce de drogue de la ville. Homologues russes, américains, chinois rapidement supplantés par des ninjas, avec l'arrivée en tant qu'antagoniste de Nobu, le chef d'un gang de Yakuza qui s'avère être une façade pour la main, une cabale de ninjas occultistes dont le véritable objectif est la domination du monde par la maîtrise du secret de la vie éternelle et la création d'une arme humaine invincible. Vous n'êtes pas obligé de reprendre tous les arcs des comics. Vraiment, c'est pas une obligation. Enfin, je veux dire, tous les supports ne se permettent pas la même chose. Avec tout le bingo que ça comporte d'imaginaire, de péril jaune, de l'altérité invisible, hostile, sournoise, et dont l'art est basé sur la tromperie. Et par ailleurs, les gens, la série s'y trompait pas justement, jusque dans le style de combat de Daredevil, de moins en moins brouillon au fil des épisodes, pour adopter de plus en plus de flips acrobatiques empruntés à différents arts martiaux, et ce pour littéralement triompher de ses antagonistes japonais, prouvant ainsi encore une fois la suprématie et la naturalité de son appropriation culturelle qui a permis aussi dans les années 70-80, comme le soulignait Sylvia Chang dans son livre L'obscénité orientale, violence et fantaisie raciale au Vietnam, je vous ai dit qu'il y avait tous les gens, de remasculiniser les corps traumatisés par la guerre du Vietnam, par la discipline, par la maîtrise de soi des arts martiaux, sans pour autant s'orientaliser. Sylvia Chang qui définissait alors des figures comme Bruce Lee, non pas comme des figures d'identification, c'est un petit peu calé, mais non pas comme des figures d'identification, mais comme des conduits pour reforger le héros occidental blanc. Bref, les gens, c'est un peu trop détaillé, mais c'est un petit peu tout ça qui transparaissait aussi dans la première série Daredevil chez Netflix, ce qui n'empêchait pas d'être cool au demeurant. Tout ça dont on s'attend à une certaine continuité avec ce Daredevil Born Again, dont la ligne de production a été très précisément de faire le lien avec son homologue Netflix. À quel degré ce sera le cas? Réponse le 5 mars prochain sur Disney+, en souhaitant à la série que Daredevil Born Again ne soit pas Dead Again en un rien de temps et n'importe comment. Autrement dit, que la série disparaisse à la One Again. Désolé pour l'élitisme de cette vanne, il est temps de passer au brève de la semaine. Question. Pour vous, la petite maison dans la prairie, c'est plutôt une Madeleine de Proust qui vous régalera toujours, même si elle a passé un peu trop de temps au four, ou c'est plutôt un hostie au cyanure, le truc insipide qui vous étouffe sournoisement avec ses bons sentiments? Personnellement, je suis... Mais Lex, qu'est-ce qui se passe, me demanderez-vous? Bah c'est simple, la semaine dernière, le média en ligne Deadline a donné son feu vert, un reboot en bonne et due forme de La Petite Maison dans la Prairie. Yes, série américaine incontournable
incontournable des années 70, incontournable en ce qu'on pouvait littéralement pas la contourner, hein. C'était infernal, c'était tous les midis sur M6, on pouvait pas y couper, c'était l'enfer, enfer dont l'on suivait l'histoire d'une famille de pionniers, les Ingalls, les fermiers au 19e siècle venus s'installer dans le Minnesota. C'était long, ça s'arrêtait jamais, même si Michael London puait la classe. En tout cas, il fallait que je m'en convainque, les gens. C'était littéralement tous les midis. Et donc, Netflix qui s'est dit que ce serait une super idée de remettre les couverts avec un projet porté par CBS Studio et Anonymous Content Studio. Et c'est Rebecca Sonnenschein que l'on connaît davantage pour son travail sur The Boys et sur Vampire Diaries. J'hésite, qui dirigera la série et occupera le rôle de productrice exécutive. Cool, sauf que tout le monde a l'air d'avoir oublié d'abord que c'était pas très bien, La Petite Maison dans la Prairie, et ensuite que cette œuvre, justement, La Petite Maison dans la Prairie, c'est une adaptation légèrement remaniée quand même des livres autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, des livres conçus pendant la Grande Dépression pour mieux rendre hommage aux vieux pionniers de la nation en totale adoption du mythe de la frontière dont je vous parlais en début d'émission, avec des petites vignettes qui vendaient très directement l'économie de marché, avec des passages d'opinion très individualistes et très anti-gouvernement, et ça sous l'impulsion notamment de Rose Wilder Lane, la fille de Laura Ingalls Wilder, qui était une militante influente du libre marché. Et même si la série prenait quelques distances ci et là avec les livres, tout ça se sentait déjà pas mal dans la série à l'époque. Peut-être qu'on n'est pas obligé de se refrapper ça en 2026. Venez les gens, juste on annule le projet. Allez, Netflix, on annule. Angoulême aussi, les gens, Angoulême cette semaine, puisque le 52e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême s'est achevé après plusieurs jours intenses, avec une fréquentation en hausse de 15 à 20% par rapport à 2024. Cette année, le Fauve d'Or a récompensé 2 filles nues de Luz chez Albin Michel, tandis que le prix spécial du jury a été décerné à 2 œuvres ex aequo, Les Météores, Histoire de ceux qui ne font que passer, titre magnifique d'Otomi Redolfi et de Jean-Christophe Dévenet chez Delcourt, et En territoire ennemi de Carole Lobel chez l'Association. Ainsi qu'un petit prix révélation pour Balade de Camille Pott chez Atrabile. Ça a l'air plutôt cool, je pense que je vais me laisser tenter par celui-ci. Mais Angoulême, c'était aussi des masterclass, des concerts, des expositions et des casseroles partout au cul. Cette année, Angoulême, c'était aussi 2 ans après l'affaire Bastien Vives qui avait tellement provoqué les mois à l'époque qu'il est revenu cette année. C'était aussi une enquête de l'Humanité Magazine faisant état d'accusations de management toxique, de pratiques népotiques, de pratiques népotistes, de comptes un petit peu mystérieux avec une hausse significative des prix malgré la baisse des événements, et ça sans compter sur le tout aussi mystérieux, ou malheureusement pas tant que ça, licenciement d'une responsable de la communication après que celle-ci a déposé plainte pour viol. Affaire qu'on suivra dans l'émission, les gens bien sûr, et force aux éditeurs et aux auteurs et aux autrices qui déjà mettent la pression et suspendent leur présence l'année prochaine à la résolution de ces affaires. Une bonne nouvelle dans le tas puisqu'il en faut, les gens, ça y est, la Fondation pour l'histoire du jeu vidéo a dévoilé sa bibliothèque numérique afin de mettre à disposition les documents de l'organisation et une partie des collections privées. Et ça a l'air déjà vachement mortel, en fait, tout simplement. Ça a l'air déjà mortel. On trouve tout un tas de magazines numérisés, des Electronic Gamers Monthly, des Nintendo Power aussi, et d'autres bien plus rares qui sont disponibles, qui sont plus disponibles nulle part. Comme le souligne le site Engadget, on y trouve aussi des enregistrements vidéo de développement de jeux. Pour Myst, par exemple, on y trouve des dossiers presse, du matériel promotionnel, bref, une énorme cave au trésor qui démarre tout juste et qui va se remplir à partir de maintenant progressivement. Franchement, je rêverais qu'on ait quelque chose en France de similaire. Ce serait incroyable de pouvoir remettre la main sur tout un tas de numéros, de console news, de tilt, etc. Bref, initiative à pousser dans tous les sens. Autre point, les canaux traditionnels de télévision continuent de chuter. Cette fois, c'est au Royaume-Uni que ça se passe, puisque cette semaine, on a appris que les diffuseurs britanniques avaient réduit leurs dépenses en émissions de télévision à gros budget au niveau le plus bas depuis 2015, alors qu'en même temps, et c'est ça qui est important, en même temps, les plateformes de streaming, elles, ont injecté des centaines de millions de dollars supplémentaires dans du contenu premium fabriqué en Grande-Bretagne, soit des investissements qui représentaient désormais 82% du contenu premium. Résultat concret, les gens, c'est des milliers de postes qui ont été supprimés et des milliers de travailleurs et ou de travailleuses qui ont été mis dehors. Même tendance qu'aux États-Unis, et je suis assez curieux qu'on ait les chiffres en France de cette année. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'organisme américain représentant les écrivains, la Guilde des auteurs, a lancé un portail en ligne en permettant à ses membres de confirmer, écoutez ça, c'est vraiment le monde à l'envers, de confirmer que leur travail émanait bien de leur intellect humain.
pour différencier des productions IA génératives, vous l'aurez compris. Autrement dit, eux, ils le prennent dans l'autre sens. C'est les humains qui doivent se confirmer. Le problème, c'est que la notion d'intellect humain, elle est déjà problématique et elle est déjà extrêmement floue. Elle génère évidemment de l'arbitraire. Si je corrige mon orthographe, est-ce que c'est de l'intellect humain? Avec de l'IA, j'entends. Si je fais corriger mon orthographe par une IA, est-ce que c'est de l'intellect humain? Si je fais des recherches avec IA, est-ce que c'est de l'intellect humain? Si l'IA, elle m'aide à faire un plan, est-ce que c'est toujours de l'intellect humain? Si elle m'aide à écrire quelques phrases, c'est de l'intellect humain. À partir de quand on estime que c'est l'IA qui prend le pas? Où est la limite entre ce qui est humain et ce qui l'est plus? Il va falloir très très vite trouver les gens, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, la Société des auteurs, elle a mené une enquête l'année dernière et elle a révélé que, ça y est, déjà, un tiers des traducteurs et des traductrices avaient perdu leur travail du fait de l'IA générative. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est pas oulala, l'IA ça va faire perdre des boulots aux gens. Non, ça a déjà fait perdre des boulots aux gens. D'où un tiers les gens, un tiers au Royaume-Uni. D'où une demande à la sortie de l'enquête d'une réglementation d'urgence et voilà, on en est toujours là. Mais sinon, très cool, les gens qui parlent de l'impact des IA génératives sur les emplois, alors que des nombres importants de travailleurs et de travailleuses sont mis à la porte. Excellent, les gens, ça fait planer. Merci beaucoup. Bref. T'es là? Ouais. Bref, ça y est, j'ai 40 ans. Bon, il faut surveiller l'hypertension et le diabète. Pourquoi j'ai quoi? 40 ans. Petite merde. Quoi? Avec ma meuf, tout va pas se passer comme prévu. Avec mes potes, tout va pas se passer comme prévu. Tu vas faire quoi? Putain, mais lâche-moi! Et avec ma famille, tout va pas se passer comme prévu. On va se battre! J'ai une nouvelle coloc que j'ai du mal à cerner. Il est à toi le fromage dans le frigo? Ouais, c'est un fromage de il chèvre. peut la merde, ton fromage de merde! Autour de moi, tout le monde a évolué. Enfin, presque tout le monde. Les autres, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils ont fait des vrais choix et ont changé de vie. Merci à toi, Bertrand. Moi, je fais les mêmes erreurs en boucle. Là, je le sais pas encore, mais je vais rencontrer des gens qui vont m'aider. Ça arrive à tout le monde d'être en galère. T'es parfait, toi. Des gens qui vont me soutenir, des gens bizarres et... toi, t'es... des gens qui finissent pas leurs phrases. Parce qu'à l'origine, tu connais la pièce du fond ou le... Ah ouais, non, mais de toute façon... Non, toi, t'es arrivé en... Oublie ce que je t'ai dit. Parce que... Ouais, le plus simple, c'est... Non, ah bah non. Ah bah non, là, je suis en train de te dire des bêtises. Et du coup, tout va changer dans ma vie. Bref, tout redémarre. Il m'a regardé, je l'ai regardé, j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas eu très envie de le regarder. Ça, c'est les premières images de Bref saison 2, carrément annoncé il y a une semaine, sorti dans une semaine, le 14 février, parce que pourquoi pas, pour la Saint-Valentin. Et les surprises ne s'arrêtent pas là, puisque ce sera sur Disney+, pour 6 épisodes de 30 minutes qui poursuivront 10 ans plus tard les aventures du protagoniste de la série, plutôt culte, on peut dire, du début des années 2010, caractérisé par ces 82 épisodes très courts, entre 1 minute 15 et 3 minutes, et un montage à la fois très culture internet et très Guy Ritchie ou Fight Club. Il y aura beaucoup de noms connus et reconnus dans cette saison. Il y aura du Jean-Paul Rouve, du Alexandre Astier, du Orelsan, du Gringe, du Laura Felmin, du Doria Tillier, du Noémie Olowski, etc. La liste est interminable. J'avais pas mal de choses à vous dire sur Bref. Je voulais en faire un édito. J'ai pas eu le temps. Alors, tant pis. Et de toute façon, visiblement, tout le monde est trop occupé à faire des émissions avec Xavier Niel. Donc, ce sera non. Bref, contrairement à une saga qui, elle, refuse totalement de s'abréger. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Ah non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite.
Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Duncan! On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Ça, c'est Jurassic World Renaissance. Ça sortira le 4 juillet 2025. Ce sera une énième relance de la franchise Jurassic Park. Ça retourne dans le parc avec Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey, ainsi que Rupert Friend par ailleurs. Ça fait vraiment pas envie, hein, malgré la présence de Gareth Edwards à la réalisation. C'est triste d'ailleurs. Il n'y a pas un plan qui fait Gareth Edwards là-dedans. Il y a encore des gros dinosaures, cette fois avec des têtes de xénomorphes. Il y a des gros pistolets. Tout est gros. Il faut que ce soit gros. Écoutez, je suis dépité. Alors que pour cette dernière bande-annonce de la semaine, franchement, pourquoi pas? L'élante est la dernière de son espèce. Nous avons tous le devoir de la protéger. Irène et l'élante sont connectés, comprends-tu? Le monde est bestial, gardienne. Ce que vous venez de voir ou d'entendre si vous écoutez l'émission en podcast, c'est la série d'animation Bestial. C'est un projet original réalisé, comme vous l'aurez sans doute deviné dès les 3 premières secondes de bande-annonce, par le studio d'animation Ankama Animation et produit par la plateforme de streaming Animation Digital Network. Une série bien sûr reliée au grand univers de Cosmos du studio, l'incontournable franchise française. La série se déroulera 1 an avant la grande vague, cet événement que les amateurs de l'univers de Cosmos connaissent bien, puisqu'il signe la transition entre l'ère de Wakfu et l'ère de Waven dans l'univers de Cosmos, où se déroule bon nombre d'œuvres du studio. Faites pas comme si je savais, on ne sait pas. Ça a l'air plutôt sympa, c'est très court, seulement 7 épisodes de 10 minutes chacun, puis pour une sortie le 21 février 2025, et ça vaudra probablement le coup d'œil, et ça tombe bien les gens, puisqu'il y a d'autres choses qui vaudront également le coup d'œil, c'est les recommandations de la semaine. Parce que au bout de 15 heures de jeu que j'ai, en fait j'ai fixé 15 heures un objet en particulier qui est la gourde du personnage principal. Et donc du coup, c'est devenu tellement une obsession que je me retrouve à devoir partager la chose avec vous aujourd'hui. Et pourquoi finalement en fait... Pour bien commencer ces fameuses recommandations, voici une question. Qu'est-ce que vous pensez des gourdes? Oui, originellement, plante de la famille des cucurbitacées dont le fruit peut être utilisé comme un récipient après avoir été séché. La gourde, oui, la gourde, c'est ça, absolument, oui. C'est aussi, par extension, cette bouteille qui peut avoir la forme d'une gourde, comme la plante, exactement. Et si vous êtes en train de vous dire, bah ça y est, on l'a perdu, c'était bien, soft power, c'est que vous n'avez pas encore vu la nouvelle vidéo de la chaîne du camarade Esteban Green, qui pendant 14 minutes va élucubrer autour de la gourde du personnage principal du jeu vidéo Black Myth Wukong. Oui. Et si vous pensez qu'il n'y a pas grand chose à dire, vous risquez d'être surpris puisque parler de la gourde, c'est aussi un moyen de parler de mécanique de jeu, de lieu de production et de références attachées aux objets. Vidéo minimaliste, très cosy, super efficace sur ce qu'elle raconte. Il n'y a pas grand chose à en dire, ça donne même plutôt envie de s'en inspirer pour être honnête. C'est pourquoi je vous la recommande cette semaine. L'objet le plus cool de Black Myth Wukong, ou pas, c'est le lien est bien sûr en description. L'année dernière, on a donc eu le bilan statistique chiffré des tendances de l'animation française, donc de l'année encore d'avant, donc de 2023. Il y a toujours 1 an de décalage. C'est-à-dire qu'en 2025, là, on va avoir les chiffres et les stats de l'année 2024.
Je vous mets tout le bilan en description, je vous conseille fort. Vous le savez, le mois de janvier, c'est souvent aussi pour les industries culturelles le mois des grands récaps de l'année passée, les grands récaps descriptifs, les analyses des tendances qui ont traversé ces industries les mois précédents, bien sûr, mais c'est aussi le mois des prospectives, le mois des coups d'œil vers les tendances de l'avenir de l'année qui démarre. Et sur YouTube, on ne coupe pas à cette tradition puisque la chaîne Motive Manga, voilà, elle s'appelle Motive Manga, absolument, oui. Je n'avais absolument rien à dire là-dessus. La chaîne Motive Manga s'est risquée au jeu de la boule de cristal. Côté animation mondiale, comment 2025 sera animé? C'est la question qui est posée en filigrane dans la vidéo, mais surtout, par qui? Question qu'on s'est beaucoup posée ces derniers mois dans Soft Power. Et pour y répondre, lui aussi, Motive Manga s'intéresse dans sa vidéo à différentes œuvres et à différents studios qui, pour 2025, sont autant japonais que américains, que chinois, que nigérians et que des pays de l'Est, actant au passage de fait d'une modification en cours des rapports de force qui sous-tendent l'industrie de l'animation mondiale. Et même s'il me semble qu'il manque à cette vidéo une plus grosse analyse des rapports de force en question et certaines tendances comme celle dont on avait pu parler de l'indépendantisation des productions animées sud-coréennes, ou ce qu'on pourrait dire d'ailleurs sur l'industrie de l'animation thaïlandaise par exemple, dont avec l'énorme succès du film Out of the Nest, dont j'aurais dû vous parler il y a 2 semaines, mais il n'y a pas eu d'émission. Tant pis. Il y a quand même un chouette taf de revue de 2025 qui met le doigt sur des choses intéressantes et qui en plus permet de largement augmenter sa wishlist de choses à voir, ce qui ne gâche rien. L'animation risque d'être bouleversée en 2025. C'est la dernière vidéo en date de Motive Manga, dont le lien est là aussi en description. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va évacuer ce point-là aussi, mais du coup, tu as été consultant pour le prochain Assassin's Creed. Ça a été quoi ton rôle sur cette production? Alors, il se trouve que le prochain Assassin's Creed, qui va donc sortir en février prochain, se passe donc dans le Japon féodal de la fin du XVIe siècle, juste avant et juste après l'assassinat de Nobunaga, donc aux alentours de 1579-1582. Et j'ai été contacté par les gens d'Ubisoft donc pour être leur conseiller historique. Alors, je ne suis pas le seul, il y en a. Aujourd'hui, dans Soft Power, je vous propose de découvrir une toute petite chaîne, pas connue du tout, même s'il est possible que ce soit la chaîne secondaire d'une plus grosse chaîne, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas vérifié, mais bref, sur la chaîne qui s'appelle Nota Bonus, le camarade qui s'appelle Nota Bene a sorti il y a 2 semaines un entretien avec Pierre-François Suiri, le célèbre historien français spécialiste de l'histoire du Japon, avec en ligne de mire les samouraïs durant le Japon médiéval. Et c'est passionnant. Qu'est-ce que c'est un samouraï à cette période-là? Et la période est importante, évidemment. Quel est le rôle des femmes? Comment ça se passe, la hiérarchie? Quid de l'art? Quid de la sexualité chez les samouraïs? Comment est-ce qu'on source tout ça? Entre beaucoup d'autres sujets. Je me suis dit qu'avec le petit édito du jour sur les ninjas, cette discussion sur les samouraïs, c'était fort à propos, tout en étant de bien meilleure qualité, bien meilleure qualité que ce que je peux faire, bien évidemment. 1h47 que j'ai pas vu passer. Peut-être parce qu'elle a duré que 53 minutes, en attendant l'implémentation du x4 sur YouTube. Bref, super conversation, super taf. Et si j'avais plus de temps, il est clair que je multiplierais ce genre de conversation moi aussi. Bref, c'était très chouette. J'exagère un peu, c'était très chouette. Et la série n'est pas passée par la case USA avant d'arriver chez nous. Donc on n'a pas le droit ici à notre lot de censure crasse et de musique hors sujet pour altérer l'œuvre. Pas comme Glitter Force, la version américanisée de Smite Precure qui supprime tous les éléments un peu bousculants pour les lardons. Comme l'épisode sur le défunt père de Yayoi, qui a tout simplement disparu dans Glitter Force, car faudrait pas parler de deuil, ça pourrait traumer les gosses. Non. Pour bien terminer les recommandations de cette émission, je vous propose de partir sur quelque chose de plus léger avec une série jeunesse via l'analyse de la chaîne de Le Paradoxe de la Perfection qui s'est intéressé la semaine dernière à cette classique série d'animation qui est Magical Doremi, une série diffusée au Japon à la fin des années 90, début des années 2000 et dont les 4 saisons avaient été doublées en français par ailleurs. Une série qui avait connu un vrai succès et qui a ouvert la franchise avec tout un tas d'autres séries et de films. On en avait eu un d'ailleurs il y a quelques années encore pour les 20 ans de la franchise. Et si vous connaissez pas du tout, cette vidéo sera peut-être le déclencheur qui fera que vous vous y pencherez. Je vous avoue que l'entrain de la chaîne Le Paradoxe de la Perfection a parlé de cette série en particulier. C'est assez contagieux, ça donne envie d'essayer et ce serait parfait à regarder ce week-end à la place de Dragon Ball Daima qui ne mérite plus une seconde de mon temps. Force à celles et à ceux qui suivent encore la série.
Voilà, c'est la fin des recommandations de cette semaine et de ce 71e numéro de Soft Power, c'est ça. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission sur toutes les plateformes de podcast ou en VOD sur la chaîne YouTube Soft Power. Tous les liens des articles, des vidéos, des recommandations dont je vous ai parlé tout le long de l'émission en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 71e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Mythologia, à l'exception de toutes les autres. On se retrouve dans 2 semaines, certainement avec une discussion là aussi dans la foulée, on verra. En tout cas, matinale, il y aura, ça c'est sûr. Et en attendant, prenez soin de vous, regroupez-vous et ciao.